Bonjour et bienvenue à tous sur un nouveau podcast de La Bulle Cinéma, deuxième émission de l'année, après notre débrief du film de Jacques Audiard et Emilia Pérez. L'émission est toujours disponible et sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming audio. L'occasion pour moi de vous rappeler, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas à l'un et à l'autre et à tous nos réseaux sociaux, puisque La Bulle est un média qui est présent également sur Thread, sur TikTok et sur Instagram. Aujourd'hui, une émission, voilà, un peu freestyle encore une fois. On passe un peu du coq à l'âne, mais du moment qu'on parle de cinéma, et c'est notre seule promesse tout au long de l'année dans ces émissions hebdomadaires, vous y trouverez à coup sûr votre compte. On va parler aujourd'hui avec Marcel. Comment tu vas, Marcel? Bah, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, puisqu'on va parler de cinéma et de cinéma au sens propre, avec toutes les sorties qu'on attend et sur cette fin du mois de septembre, et surtout sur ce gros, très gros mois d'octobre. On n'est pas allé plus loin que le mois d'octobre, parce qu'il y a déjà énormément de sorties attendues sur voilà, le prochain mois et demi. C'est peut-être le mois le plus chargé de l'année, Ouais. de grosses sorties. Enfin, j'ai vraiment hâte. Ouais, et moi aussi j'ai hâte et on va essayer de vous donner aussi hâte et l'envie d'aller au cinéma avec une dizaine de films, 10 films même, qu'on a sélectionnés. On n'a pas fait exprès, on s'était dit allez chacun de notre côté, t'en choisis 5 qui te donnent envie et moi 5 qui me donnent vraiment envie de me déplacer dans les salles obscures et il s'est avéré qu'on n'avait absolument pas les mêmes 5, même pas un Ouais. en commun. Donc du coup ça va vous donner 10 films, on va vous parler un peu sur des petites preview de ces films, petites infos, de quoi ça parle, pourquoi nous deux on les attend particulièrement, et peut-être que ça vous donnera envie d'en voir deux, trois, quatre, cinq, peut-être il y en a qui se font le marathon de ces 10 films que nous avons sélectionnés. Voilà, il y a des films qui vont pas être du tout dans cette sélection de 10 films, mais que je me suis noté d'aller voir au cinéma. On va commencer par Aznavour, Monsieur Aznavour, qu'on va volontairement ne pas citer, puisque nous l'avons déjà vu, toi et moi, sur l'avant-première à Bordeaux. Et nous avons décidé de programmer déjà l'émission aux alentours de sa date de sortie mi-octobre, une émission dédiée un peu sur le format d'Emilia Pérez sur ce film-là. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Avec ces 10 films, on les a mis dans plusieurs catégories. On va commencer par la première catégorie avec les films annoncés depuis le tout début de l'année, même la fin de l'année 2023, et qu'on attend et qu'on a attendu patiemment toute l'année, semaine après semaine, avec notamment ce Joker Folie à deux, la suite du premier long métrage avec Joaquin Phoenix. Un film que voilà, on a vraiment attendu. Pourquoi? Parce que chaque mini teaser, chaque photo qui était diffusée au début de l'année pour la promo était un peu un événement dont s'emparait chaque média. Marcel, toi, c'est l'un des films que tu attends le plus cette année. Pourquoi? C'était d'ailleurs le film que j'attendais le plus. Ok. Enfin, le film que j'attends le plus parce que, bah, à ton avis, pourquoi il y a autant de hype dès qu'il y a une photo? C'est que le premier était magistral. Mhm. Euh, Philips nous a livré vraiment un film d'auteur dans un monde de super-héros. Un film qui met mal à l'aise, un film qui est magnifique dans la photographie et en même temps écœurant parce que ces plans très verts et cette carrure du Joker qui est squelettique et qui se tend un peu dans tous les sens. Enfin, vraiment, on a eu vraiment on a eu le droit vraiment à une œuvre. Enfin, je me souviens de ma séance de cinéma, c'est une de mes séances préférées que j'ai pu Hmm. vivre au cinéma. En plus, ça, dans un monde de, de super-héros, enfin, réussir à placer justement un film d'auteur, enfin, j'appelle ça un film d'auteur, mais ce n'est pas vraiment un, mais euh, dans cet univers, j'ai trouvé ça incroyable. Et là, le 2 ben, il s'annonce audacieux, en tout cas, Ouais. ben, comment partir de la base du premier avec une si belle photographie, mais un scénario très psychologique, très démentiel, et passer à une comédie musicale. Hmm. C'est audacieux pour moi. C'est un pari compliqué. Ouais. Et justement, là, on a l'arrivée de Lady Gaga qui joue dans le rôle de Harley Quinn. Mhm. J'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. En fait, toutes les qualités du premier placées sur une comédie musicale. Moi qui étais très difficile, très dur avec Emilia Pérez, Ouais.
Là, on rentre dans un sujet peut-être tout aussi sérieux, voire plus encore, sur une Ouais. comédie musicale. Voilà. J'ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal du film aussi. Oui. Beaucoup, beaucoup divisé. Avec, Ouais. soit c'est le chef-d'œuvre de l'année, soit c'est une énorme bouse. Ouais, ouais, ouais. C'est à la Donc, Mostra de Venise qu'il a été présenté en avant-première. Et effectivement, un peu à l'instar d'un autre film dont on va parler tout à l'heure, c'est un film où vous avez qu'à voir si vous êtes abonné sur Letterboxd. Vous avez un compte Letterboxd, c'est le graphique, le fameux graphique. Bon, on va vous le diffuser. Je vais faire en sorte de vous le diffuser en post-production pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Mais c'est vraiment un truc où il y a autant de très bonnes notes que de moins bonnes, que de très mauvaises notes. C'est un film qui oscille entre deux genres. Tu l'as dit, comédie musicale d'un côté et film de procès de l'autre, d'après ce qu'on a entendu. Lady Gaga a démenti à la Mostra le fait que c'était vraiment une comédie musicale. Elle n'a pas ce sentiment-là, que c'était plutôt voilà une inspiration plus qu'une vraie comédie musicale. Donc on ne sait pas trop en fait à quel point la musique va prendre de l'importance dans le film. Toi, ça te fait peur ou pas ce délire comédie musicale dans dans ce scénario ou quoi? pas du tout, parce que j'adore l'audace, en fait, dans les œuvres, que ce soit au cinéma, aux jeux vidéo. J'adore, en fait, quand je rentre quelque part et que je suis surpris de ce que Hmm. je vais voir qu'on me propose quelque chose qui change vraiment d'habitude. Donc, Pour ça que moi, t'as adoré Emilia Pérez, hein. ouais, mais là, pour le coup, j'ai bien aimé le fait qu'ils essaient quelque chose. Pour moi, ça n'a juste pas fonctionné. Oui, oui, oui. Donc là, si ça fonctionne pas, je vais le dire la même chose, en fait. Hmm. Mais le fait de me proposer quelque chose de nouveau et de novateur et qui donne envie et qui change, bah, ça me hype en fait. Moi, j'ai trop envie de le voir. J'ai tellement aimé le premier. Et Ouais. justement, ne pas se baser sur des acquis et essayer de nouvelles choses pour un deuxième film par un réalisateur qui est aussi génial que Todd Phillips, Hmm. avec un Joaquin Phoenix qui était exceptionnel en Joker. Moi, je suis hypé. Enfin, après, ça se trouve, là, dans 2 semaines, je vais le voir et il va être nul. Oui. Bon, bah tant pis, je me suis trop hypé, mais j'ai Ouais. trop hâte de le voir. J'ai Moi, trop hâte. je suis exactement dans cette physionomie-là. C'est un film que j'ai attendu toute l'année et la Mostra de Venise et les retours m'ont extrêmement refroidi. Pas sur l'envie de le voir, parce que du coup, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler. Mais par contre, je mesure ma hype parce que cette année, je trouve que c'est une année de cinéma où il y a eu beaucoup de bons films, mais j'étais assez déçu, mis à part Dune 2, sur tous les gros films que j'attendais. À chaque fois, j'ai eu une part de ah punaise, The Back Rider avec Tom Hardy, Austin Butler que j'attendais énormément. C'est pas le film, enfin, c'était pas à la mesure de la hype que j'avais. Et il y Mad a eu Max. beaucoup. Comment? Mad Max? Mad Max Furiosa aussi, c'est pas pareil, avec une grosse hype sur ce film. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment extrêmement déçu. Et d'autres films un peu comme ça que j'attendais parce que on nous teasait, parce que c'est soit le retour d'un réalisateur, soit d'un acteur que j'aimais, etc. Même mon cas en fin d'année 2023 aussi a eu un peu le même effet sur moi. Donc, ce Joker, Folie à deux, j'essaye un peu de me détacher de cette hype pour le film, de l'accepter comme, enfin, en tout cas, de l'attendre plus tranquillement, plus mesurément. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes 5, mais c'est le film que je vais aller voir à sa première semaine de sortie au ciné, ouais. Ouais, carrément. Mais en fait, j'ai une théorie aussi. C'est que souvent, quand on est face à des chefs-d'œuvre, Mhm, et ben, typiquement là, je prends un exemple du jeu vidéo The Last of Us 2. Quand il est mhm, sorti, il s'est fait démonter. Il s'est fait ouais, démonter. Alors que maintenant, il est au panthéon des meilleurs jeux de tous les ouais. temps. Et j'ai un peu cette envie avec Joker Folie 2, c'est qu'il sort et Mhm, il se fait démonter, mais parce que les gens ne sont pas prêts pour un film comme ça. ouais. J'ai cette envie, j'ai envie que. Et tant pis, au pire, si c'est pas le cas, je me prends une claque, mais j'ai envie de l'aimer, tu vois. Un film, moi, que j'ai envie d'aimer, et c'est ma plus grosse attente. Donc, c'est marrant, on commence dès lors par ta plus grosse attente et ma plus grosse attente. Mais voilà, ça répond aussi au fait que ça soit des films dont on nous parle depuis plus d'un an, voire depuis bien plus longtemps pour L'amour ouf de Gilles Lelouch et un peu cette odyssée, cette fresque sur l'amour à tout âge avec un casting composé de Adèle Exarchopoulos et François Civil dans les rôles principaux à l'âge adulte, mais il y a aussi toute une dimension du film qui se passera à l'enfance en fait de ces deux protagonistes avec un tout autre casting plus jeune.
c'est un film que j'attends énormément parce que c'est le retour de Gilles Lelouch qui est déjà enfin, d'une part un acteur que j'aime beaucoup et ensuite parce que son premier film, Le Grand Bain, il m'avait plutôt enfin j'avais plutôt bien aimé ce film. Là, il est accompagné d'Audrey Diwan et d'autres scénaristes que j'aime beaucoup pour réaliser ce film. Que Gilles Lelouch, il veut faire ce film depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il a acheté les droits de ce scénario. Un scénario qu'il a découvert parce que Benoît Poelvoorde, son ami, qui est un immense acteur du cinéma franco-belge, lui a offert ce livre-là en 2000, dans les années 2000, je crois en 2001-2002. En 2004, Gilles Lelouch achète les droits de cette histoire, en fait les droits d'adaptation. Et ça fait depuis 2004, du coup, que L'amour ouf est en projet. Bon, François Civil et Adèle Exarchopoulos n'étaient pas là dans les années 2010 pour qu'il arrive à projeter ces personnages-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un projet qui lui en a fait abandonner beaucoup d'autres sur le côté. C'est un scénario qu'il a mûri, qu'il a travaillé. Ce que j'ai vu aussi, c'est que la première version du film durait 3h40. Là, la version finale qui va être présentée, qui a été déjà présentée au Festival de Cannes, mais qui va être présentée le 16 octobre au cinéma, dure 2h40. Donc, ils ont enlevé 1 heure de film, mais ça reste quand même un gros morceau de 2h40, avec des inspirations de comédie musicale. J'ai lu du West Side Story, notamment. C'est un binôme d'acteurs qui est tombé amoureux pendant le tournage et qui maintenant est peut-être le couple le plus en vogue du cinéma français. Donc j'attends énormément de ce casting, de ce film, de la bande-annonce que j'ai vue. Il y a une colorimétrie que je trouve assez fantastique aussi. Donc là, par contre, j'ai une énorme hype et j'ai vraiment pas envie. J'ai peur même d'être déçu parce que c'est pareil, un film qui alors il divise moins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que c'est raté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui crient au chef-d'œuvre non plus. Mais c'est un film où moi, je sens que déjà les premiers retours sont en dessous de moi, ce que j'attends de ce genre de film. Mais bon, après voilà, ça se trouve, je vais faire partie des gens qui vont être comblés par un François Civil, Adèle Exarchopoulos, dirigé par Gilles Lelouch dans un film d'amour de 2h40. Ça se trouve, ça, je vais être complètement le client de ce film-là. Donc voilà, moi c'est le film que j'attends le plus. Toi, Marcel, est-ce que c'est un film que tu vas aller voir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, moi, c'est pas un film que enfin, je connais pas trop Gilles Lelouch. Enfin, je suis pas, le cinéma français, c'est assez nouveau pour moi. Ouais. Donc, je m'ouvre vraiment, vraiment à ça dernièrement. Dernier en date que j'ai vu, c'est Le Chant du Loup, que j'ai trouvé Mhm. plutôt cool, avec François Civil, justement. Donc, moi, on me propose une belle prod française au cinéma. Je suis plutôt pour, je suis plutôt allé, pour aller voir. Là aussi, bah, justement, j'ai vu Monsieur Aznavour que j'ai trouvé incroyable. J'ai vu aussi, comment ça s'appelle, Le Comte de Monte-Cristo que j'ai trouvé très, très bon aussi. Mhm. En fait, j'ai trop envie de me hyper sur le cinéma français Mhm. et découvrir plus. Gilles Lelouch, je le connais pas en réel, je le connais en acteur, je l'ai vu pas mal dans pas Mhm. mal de films. Euh, Comme Les Petits Mouchoirs, ou, enfin, il y en a plein qui sont vraiment cool avec lui. Donc, vas-y, moi, ça me chauffe, une histoire d'amour en plus. Allez, on se chauffe un peu quand le froid arrive. Voilà, exactement. Je vous ai parlé d'Audrey Diwan, du coup, la scénariste avec Gilles Lelouch de L'Amour ouf. Elle va sortir 2 semaines avant son film Emmanuel, une adaptation du roman érotique qui a été peut-être le premier film érotique également dans les années 70, film français d'abord. Là, c'est un film du coup réalisé par Audrey Diwan française, mais en anglais. On assume en fait ce côté international avec un casting qui va l'être du coup, même si Noémie Merlan va être la protagoniste et va jouer et incarner cet Emmanuel. C'est un film, ce film c'est tout sauf un remake des films, il y en a eu quatre hein, des Emmanuel. C'est vraiment une histoire qui est réadaptée tous les 10, 15, 20 ans au cinéma, peut-être un peu plus 20 ans, je dirais que tous les 10 ans. Mais il y a déjà eu quatre films Emmanuel. Là, on revient sur un film qui se veut moins érotique. On ne sera pas sur de l'érotisme pur. Si vous recherchez ça, allez voir les premiers Emmanuel qui sont des classiques du genre. Là, on veut un film moins érotique, plus féministe. Une Emmanuel qui
dans le roman et lorsqu'il a été adapté au cinéma, se passait dans les années 70. Dans le roman, c'était dans les années 50 que l'histoire se déroulait. Au cinéma, ça a été dans les années 70. Là, c'est une Emmanuelle des temps modernes. Ça se passe à l'heure actuelle. Donc, en fait, c'est bien plus qu'un remake, c'est vraiment une réinterprétation de ce classique littéraire. Du coup, je suis vraiment hypé par ce film parce que Audrey Diwan est l'une des scénaristes que j'aime le plus dans le spectre français. Elle a été d'ailleurs récompensée au César l'année dernière pour son scénario de L'amour et les forêts. Magnifique film pour ceux qui l'ont vu avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Et donc là, elle revient avec deux gros scénarios, L'amour ouf pour Gilles Lelouch et Cet Emmanuel qui, moi, me hype beaucoup. Pareil, c'était annoncé depuis fin 2023. On l'attendait en fin d'année. On est sur cette fin d'année. Et du coup, Emmanuel va être dans les films que je vais aller très rapidement voir au cinéma. Moi, j'ai découvert le film Emmanuel quand je suis allé voir Aznavour avec toi, je crois, quand il y avait les Hmm, bandes annonces. Et hmm, justement, je me disais, ça a de la gueule, ça a hmm. vraiment, c'est beau, il y a une belle photographie, une belle colo. Ça a l'air intense. Ça a quand même l'air érotique. Enfin, c'est pas non plus, on n'a pas quand même enlevé Il va y le. avoir du nu, ouais. Ouais, on n'a quand même pas complètement enlevé l'érotisme parce que visiblement, c'est vraiment un des grands thèmes du film. Mais ouais, pourquoi pas, c'est pas le film, je vais pas forcément courir au cinéma pour aller le voir. Moi, j'ai la carte UGC, donc je me Hmm. dis, bah, si j'ai un soir de libre et je sais pas quoi regarder, pourquoi pas. Mais il y a tellement de films en fait ce mois-ci que je verrai. Je suis pas non Ça, plus. ça- Ça fait partie des films où si tu vois que les critiques sont vraiment très élogieuses et où on commence à te Voilà, dire waouh, quelle claque, ça peut te chauffer, ouais, mais t'attends un peu de voir comment. attends ton retour, hein, quand même. On n'ira pas ensemble voir s'envoyer Emmanuel, on n'ira pas ensemble. Deux potes. Deux potes, mais deux amateurs de cinéma surtout, hein. Ouais. On va passer à la deuxième catégorie, petite catégorie, mais qui a quand même son importance, puisque ce sont les films qui ont agité le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes qui avait lieu aux alentours du mois de mai, juin, je sais plus les dates précises, mais on était dans ces credos-là, peut-être plutôt le mois de mai. Un festival de Cannes où bah, forcément les films sortent au compte-gouttes toute l'année et jusqu'à quasiment mai d'après, hein. Il y a des films du Festival de Cannes qui mettent 11 mois à ressortir. Donc, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis au fur et à mesure. Monte Cristo était l'une des séances événements du Festival de Cannes, qui est sortie et qui a très très bien marché cet été. Là, on en a deux pour cette période-là, de septembre-octobre. On a Megalopolis et Anora. Tu as Megalopolis parmi tes cinq séances qui te hype le plus. Parle-moi un peu de ce film de Francis Ford Coppola. Déjà, Francis Ford Coppola, faut en parler. Le Parrain, Dracula, Apocalypse Now, enfin, c'est un réal vieux, certes. Ouais, comme notre ami Scorsese, qui nous pond des bangers absolus comme le Loup de Wall Street, hyper jeune, hyper dynamique, et après qui nous sort Hmm. des films de 4 heures imbuvables, mais qu'on aime bien quand même. Et, et là, Francis Ford Coppola, il revient quand même avec 13 ans, après 13 ans d'absence. Donc, enfin, c'est quand même un événement, en fait, le retour de Francis Ford Coppola. Là, il vient sur un film, Megalopolis, avec quand même un casting stylé. Enfin, moi, Shia LaBeouf, le retour de Shia LaBeouf que j'ai pas vu depuis 1000 ans au cinéma. Alors, il a fait des choses, hein. Je l'ai pas vu, moi. Enfin, Hmm. vraiment. Et je l'adore, ce type. Il est complètement fou. Enfin, et j'ai trop hâte de le revoir en tant qu'acteur. Adam Driver, moi, je suis absolument fan de cet Ouais. acteur, Maria Story. Je le trouve incroyable. Et ce qui me hype, c'est il a de la gueule, le film. Genre, il est vraiment beau. Ce scénario un peu, enfin, un scénario qui est sur SF, moi ça me hype tout le temps. Mhm. Euh, Grosse réal avec Francis Ford Coppola, un casting vraiment de ouf et une histoire qui a l'air assez bizarre. J'ai l'impression que c'est encore une fois en fait, il essaie de nous proposer, comme le Joker, on essaie de nous proposer quelque chose de neuf, de frais. Mhm. Euh, pour le coup, celui-ci a vraiment divisé. Ouais. J'ai pareil, j'ai entendu quand même des vrais éloges sur le film. Enfin, j'ai lu vraiment des énormes éloges. Et par contre, il y a des gens qui ont vraiment détesté. Enfin, ne s'est pas passé du tout. Donc, moi, à chaque fois qu'il y a cette double
ce tranchant, en fait, cet avis tranché sur des films, j'ai envie de les voir. Mhm. J'ai envie de Pour te savoir faire ton avis, ouais. pourquoi tout le monde le déteste ou pourquoi on le kiffe. Enfin, c'est qu'il a vraiment des qualités. Et Hmm. c'est qu'il a des défauts, enfin voilà. Et là, une histoire chelot de recréer l'Empire romain Hmm. euh, à New York. Enfin, j'ai rien compris au scénario. Honnêtement. Justement, là, j'ai lu le synopsis plusieurs fois, je me suis dit, allez, ça a l'air marrant, ouais, j'ai envie de le voir. En plus, la photo, la colo, elle est vraiment stylée, les acteurs sont cool, donc vas-y. Ce qui a été assez décrié, c'est pour le coup la photographie, la colorimétrie assez jaune, Ouais, jaunasse et tout. Les effets spéciaux, c'est le gros attention, disclaimer, attention c'est moche, attention on voit les fonds verts et c'est terrifiant un peu ces plans du haut de la ville où on voit à quel point c'est fake. Moi j'ai un peu peur du truc un peu moche parce qu'il y a eu des rebondissements un peu dans le tournage. Alors, comme souvent avec Coppola, la vie n'est pas un long fleuve tranquille lorsqu'il s'agit de faire un film. Pour Apocalypse Now, pour Le Parrain, ça a été assez fou ce qui s'est passé. Là, il voulait faire des effets. J'ai vu ça sur Allociné en préparant le truc, en préparant le film, qu'il voulait faire des effets spéciaux à la Mandalorian, qu'il avait viré ensuite toute l'équipe des effets spéciaux parce que c'était pas ce qu'il attendait pour au final retourner sur du fond vert. Il y a des enjeux pour ce film parce que jusqu'à il y a encore le début de l'été, il a trouvé absolument pas de distributeur pour en fait permettre au film de sortir en salle. Donc, c'est un film qui a été présenté à Cannes, mais sans savoir quand est-ce qu'il allait pouvoir sortir réellement au cinéma et sans savoir s'il allait pouvoir le faire. C'est un film qui a coûté 120 millions de budget, c'est énorme. Je crois que Babylone, qui est l'un des films les plus chers de l'année dernière, a atteint 80 ou 100 millions. On est sur 120 millions, en grande partie financé par lui-même, par Francis Ford Coppola et pas par une société de production. Donc voilà, 40 ans, j'ai vu aussi, entre l'idée qu'il avait de faire ce film-là et le film qui va sortir là dans quelques semaines. C'est un film qui a aussi failli être totalement abandonné parce que tu l'as dit, ce scénario un peu flou là de cet empire romain. En fait, l'idée c'est que la ville de New York a connu l'apocalypse et qui tente de reconstruire une ville sous forme d'empire et tout ça. Donc c'est ce New Rome. Et en fait, au moment donné où le projet a eu un coup d'accélérateur, il y a eu les attentats du 11 septembre, donc ça remonte en 2001, cette histoire. Et en fait, ils ont failli abandonner complètement le projet de Mégalopolis parce que ça faisait trop écho au 11 septembre, etc. Donc bref, il y a plein d'anecdotes de tournage. Vous imaginez avec 40 ans de projet, et un Francis Ford Coppola qui va arriver sous bientôt la barre des 90 ans et qui, là, on l'a vu à Cannes, était quand même bien fatigué. Il y en a qui disent que c'est son dernier film, que c'est le film de trop, d'autres qui crient au chef-d'œuvre. Un film de Francis Ford Coppola, quand même, je pense que ça vaut le coup de le voir au cinéma. Et c'est ce qu'on va s'empresser de faire, quand même, pour respecter le monsieur aussi. Moi, ce qui m'hype aussi, c'est qu'il y a quand même un hommage à Metropolis. Enfin, Hmm, il y a ce truc totalement. de les riches qui voient sur les pauvres. Enfin, il y a un Hmm, côté. Enfin, voilà, moi, Metropolis, imbuvable. Un des tout premiers films, 1930. Enfin, un hmm. vieux film, 4 heures ou 5 heures. Je l'ai regardé en cours d'allemand à l'époque. Imbuvable, mais qu'est-ce que j'ai adoré. Genre, je l'ai adoré. Je sais pas, il y a un truc. Ouais, c'est la vraie raison pour laquelle Megalopolis, j'ai eu envie d'y croire. Ouais. Donc, moi, je vais aller le voir, ça c'est sûr. Et puis un film de 2h18, c'est pas non plus un film qu'on nous pond de 3 heures. C'est un film dans les standings d'aujourd'hui. Donc ouais, voilà, c'est pas un tunnel de 3 heures qu'on vous envoie sur ce film, mais qui est vraiment un des plus attendus de l'année. Un qui est beaucoup moins attendu, mais qui a fait la sensation à Cannes, puisqu'il a décroché après Anatomie d'une chute la Palme d'Or lors du festival. C'est Anora qui sortira le 30 octobre. Pas énormément d'informations autour du film, à part que c'est un film qui, lui, a l'air d'avoir
assez incontestablement fait l'unanimité, dans le sens où la Palme d'Or était assez incontestable cette année, et c'était pour ce film. Ça s'est joué entre du coup lui et Emilia Pérez, mais quand même les critiques étaient beaucoup plus élogieuses et allaient plus dans le même sens concernant Anora. Un casting méconnu, vraiment, il n'y a pas un acteur, même un second rôle ou quoi, qui peut nous être familier là-dessus. Le scénario est assez simple, c'est un peu une histoire à la Cendrillon, bon, version prostituée, version pour adultes, mais un peu cette idée de bah voilà une femme d'une situation très compliquée qui va se trouver mariée, qui va vouloir se marier, qui va tomber amoureuse et réciproquement de quelqu'un de très haut placé, de très bonne famille, et du coup cette famille d'origine russe va tenter de faire foirer le mariage de ce personnage d'Anora. Donc voilà, c'est vraiment de la curiosité. Je l'ai mis dans les 5 parce qu'une Palme d'Or, maintenant que ça fait quelques années que je suis vraiment d'un œil avisé ce festival de Cannes, c'est toujours un événement de la sortie de la Palme d'Or. Donc voilà, même pour les. Et puis là, pour le coup, on a un film qui a le mérite d'être un petit film qui a fait du coup une grande sensation. Il n'y a pas un casting connu encore une fois. C'est une toute petite production, mais qui a peut-être eu de l'ambition en termes de mise en scène, de réalisation, pour obtenir ce titre-là de Palme d'Or. Donc ouais, moi c'est un des films que j'ai privilégié. Il fait partie de mes 5. Toi, est-ce que aussi c'est la distinction et la récompense Palme d'Or, est-ce que c'est quelque chose qui te fait aller plus facilement vers ce film-là ou tu vas attendre gentiment qu'il sorte ou pareil, un peu les critiques des uns et des autres? Après, c'est quand même comment dire, un badge pour dire c'est un bon film. En général, Hmm, pas c'est un mauvais film. Moi, quand un film est Palme d'Or, Anatomie d'une chute enfin voilà, enfin Anatomie d'une chute, rien qu'en pensant à ce film-là, je me dis ouais, c'est forcément un bon film hmm, presque. Donc moi j'ai vraiment envie de le voir au cinéma. Ce qui me hype aussi sur ce film, c'est que au-delà de la photographie, etc., j'adore l'univers graphique hmm, des affiches, etc. Et mhm. en fait, c'est quelque chose qui me parle. Et ça peut me donner envie de voir un film. Ouais. Genre, trouver l'affiche stylée, Mhm. ça me parle et je me dis, OK, il y a eu cet effort, donc je pense que dans le film, il y a des efforts fournis qui sont cool. Et en plus, avec le badge Palme d'Or, je me dis, bon, je pense que j'ai rien à perdre. Ouais. Donc voilà, un film qu'on va aller voir, du coup, Marcel et moi. Si on est subjugué, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire un épisode hebdomadaire, mais un épisode centré sur la Palme d'Or et un peu ses chances aussi de voir ce que ça peut donner sur la plus grande cérémonie de cinéma qui est les Oscars, plus grande récompense. L'année dernière, Anatomie d'une chute, ça l'avait amené assez loin. C'est pas le cas de tous les films, même si on a quand même quelques-uns, allez, on va dire une bonne dizaine, quinzaine, qui arrivent à se frayer un chemin entre Cannes et les Oscars, mais c'est pas toujours le cas. On verra si Anora l'étoffe ou si ça restera une petite palme d'or lorsque on fera notamment nos top 10 de fin d'année, quelle sera la place de la palme d'or là-dedans. On verra tout ça, mais en tout cas, ouais, assez hypé par ce film-là. On va passer à la troisième catégorie, c'est les surprises un peu de dernière minute des films où il n'y a pas eu une promo de 6 mois avec voilà, tambour battant ou quoi. Mais c'est des films qui sont un peu arrivés au compte-gouttes et de manière assez tardive, mais qui bah, du coup vont sortir entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Marcel, tu vas nous parler d'un sujet qui était important, qui est même une de tes passions et tu es en train d'en faire ton métier aussi. C'est la photographie à travers le biopic sur Lee Miller. Ouais, Lee Miller, donc c'est très très intéressant, je trouve, parce que c'est l'histoire d'une ex-modèle Vogue qui est devenue, en tout cas, l'une des premières photographes féminines de guerre. Mhm, Euh, et donc, c'est un sujet qui me parle. Effectivement, je suis photographe. Et dernièrement, j'ai vu Civil War qu'on m'a bâché. On m'a bâché pour que j'aille le voir. Donc, il y a toi, mais il y a aussi une amie qui m'a beaucoup parlé. Donc, je suis allé le voir. J'ai adoré. Le thème, c'était si bien traité. mhm. La photographie a été folle. Le jeu d'acteur, c'était vraiment cool. Euh, et donc, en fait, j'ai tout de suite envie de le comparer à Civil War. J'ai tout de suite Ouais, envie mais de... c'est ce Voilà, qui va se passer.
Là, pour le coup, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale. Oui, En oui, mineur. oui. Euh, voilà, ça, il y a un casting vraiment cool avec Kate Winslet, avec Marion Cotillard, avec Jude Law et Mhm. Sandra. Il me semble que c'est le gars qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, non? Adam Sandler, ouais, c'est ça, Sandberg. Ouais, donc j'ai trop envie de voir ce casting et c'est qui what the fait que Mario Cotillard entre Kate Winslet et Jude Law et Ouais. euh, ça, enfin j'ai trop envie de voir ce que ça donne. En plus, les films sur la Seconde Guerre mondiale, justement, souvent ils sont très très bien traités. La Mhm. photographie est belle et voilà. Enfin, Mais donc c'est pour ça qu'il y voilà. a il y a un casting français aussi. C'est que c'est vu que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il va y avoir forcément une partie du film qui va être tournée en France. C'est pour ça qu'il y a un casting et vous allez en voir plusieurs, 4 5 acteurs là qui sont mis au casting, là, qui sont des acteurs il y a même Noémie Merlan hein, que j'ai vu passer, qui est du coup l'actrice d'Emmanuel, qui va aussi jouer un petit rôle dedans. Je trouve ça cool en plus que donc, le film est réalisé par une ancienne directrice de la photographie, Hélène Mhm. Curas, qui est la directrice de la photographie notamment de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est un film Oui, que j'adore. ouais, C'est ouais. vraiment... Donc, un film sur la photo réalisé par une directrice de la photographie, ça ne peut que être cool, je pense. Enfin, Ouais, ouais, ouais. ça, c'est vraiment quand j'ai vu cette annonce, ça m'a tilté directement et j'ai envie de le voir. Ouais, moi aussi j'ai envie de le voir. C'était le sixième film si on devait étendre le classement des films qu'on attendait le plus. C'était celui que j'avais le plus en commun avec toi. Euh, on l'a dit, je pense que les deux films sortent la même année, donc c'est deux films qui vont être comparés, Civil War et Lee Miller, sur ce thème de photographie de guerre. Il y en a un qui fait écho à l'autre, parce que Lee Miller est cité dans le film Civil War par le personnage de Kirsten Dunst. Qui est la protagoniste, qui est la photographe un peu en chef dans Civil War, qui cite comme modèle Lee Miller. Donc déjà, il y a un petit clin d'œil d'un film à un autre pour les deux films qui traiteront ce sujet au cinéma cette année. Donc voilà, rendez-vous le 9 octobre pour ce film Lee Miller. On va parler ensuite de Ni chaîne ni maître. Pareil, promo tardive. Lui sort au moment où on tourne aujourd'hui, au moment où plutôt où l'épisode sort, le film sort aujourd'hui, 18 septembre. Ni chaîne ni maître, du coup, c'est un film français aux allures vraiment de film à gros budget. Sincèrement, c'est sur la bande-annonce, on l'a découverte ensemble, Marcel. Il y a une réalisation qui semble vraiment assez ambitieuse. Là, c'est un film sur l'esclavage à cette époque-là, avec un casting qui, moi, me parle énormément. Camille Cotin, Benoît Magimel sont deux des acteurs francophones que j'aime le plus actuellement. Donc, hâte de les voir. Surtout Camille Cotin, qu'on va trouver dans un rôle de antagoniste, un peu de méchante. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Il y a deux petits, je sais pas, les étoiles montantes du cinéma français qui sont aussi au casting, en la personne de Félix Lefebvre et Vassili Schneider, que vous avez déjà vu dans Le Comte de Monte-Cristo, l'un des petits frères de la famille Schneider. Donc ouais, un beau casting, une réalisation qui a l'air vraiment impressionnante. À voir aussi comment se débrouille, mais j'ai l'impression que le premier rôle tenu par l'acteur Ibrahima Mbaye. Sur les peu de rushs qu'on a vus, ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir jouer les troubles faits en tant que premier rôle lors des cérémonies des Césars notamment, qui récompensent le cinéma français. Donc ouais, moi je vais le regarder de près celui-là, je l'attends parce que la bande-annonce lorsqu'on allait voir l'avant-première de Aznavour fin août m'avait vraiment hypé. C'est la première fois que j'ai eu la bande-annonce, donc c'est vous dire que en fait il y a une promo de quasiment un mois seulement pour un film qui a l'air d'avoir coûté tellement cher en termes voilà, de budget ou quoi, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un film qui a été tourné en très grande partie en extérieur, j'avais vu aussi. Donc, ouais, j'ai hâte de le voir. Je me demande si ce film-là ne peut pas jouer un peu et une sorte comme un peu comme Le règne animal l'année dernière, ce film un peu qu'on n'attendait pas et qui a créé la surprise et qui à la fin de l'année dans les récompenses va être super bien noté parce que c'était fait intelligemment, parce que le sujet et le scénario et le thème est profond, parce que la réalisation est bonne, parce que les acteurs qui sont de très grands acteurs seront excellents aussi. Moi je pense que c'est un des films dont on va pas trop parler
avant sa sortie, et peut-être que ça va créer un espèce de bouche à oreille où les gens vont se dire: «Attends, oui, il y a eu Monte Cristo cette année, oui, il y a eu un petit truc en plus de Artus ou encore Aznavour, mais le ni chaîne ni maître est quand même un sacré film». Toi, qu'est-ce que tu en penses depuis, la bande annonce que tu as vue? Est-ce que c'est un film où ça t'a donné envie de le voir? Est-ce que c'est pareil, tu pas sûr ou tu vas peut-être passer à côté? Bah, j'ai trouvé ça très, très beau, la bande annonce. Mmh, Enfin, justement, au début, je savais même plus si c'était, enfin, j'avais même pas calculé que c'était un film de production française. mmh, Heu, Ça se passe sur l'île Maurice, je viens de regarder du coup. ouais, Un film d'1 heure et demie en plus. Moi, j'adore les films courts. Alors ouais. j'adore les films longs, mais des fois, je trouve ça bien quand un film, bah, il se cantonne, 1 heure 30 et qui fait 1 heure 30 excellente. Donc je suis vraiment hypé parce que quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment Mmh. une avec, des acteurs que j'aime bien, Benoît Magimel, Rémi et Cotin. Cotin, merci. Enfin, j'ai hâte de voir. On avance, il nous reste 3 films à développer, Marcel. Je vais faire rapide sur celui-là parce qu'on a juste zéro information, quasiment en tout cas, sur ce Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Même pas trouvé l'affiche Ah et non, mais il je y a te pas d'affiche. peux t'envoyer l'affiche, je l'ai pas trouvé. Non, non, pas d'affiche pour, Juré numéro 2 qui a été, teasé la semaine dernière. On nous a dit la semaine dernière, Clint Eastwood revient et c'est bientôt, et en fait la date c'est le 30 octobre. Donc il y a pas d'affiche. Il y a un acteur, 2 acteurs qui sont mis en avant, Nicolas Hoult, que vous avez pu voir récemment dans Le Menu et moins récemment en tant que, la bête ou le fauve. En tout cas voilà dans les X-Men, New Generation, là, c'est celui qui joue le fauve. Oui, c'est ça, hein, c'est l'espèce de bête un peu bleue. Donc voilà, Nicolas Hoult et J.K. Simmons. Le synopsis, moi, alors j'adore Clint Eastwood en tant que réalisateur. Ça, plus le synopsis je vais vous lire. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Donc ça va être un film de procès, ça va être un film un peu voilà sur la conscience et en fait je comprends sans comprendre comment tu peux être un juré et savoir que tu as commis un meurtre mais sans savoir que c'est de ces accusations-là. J'ai très hâte en fait de ce film-là, et vu qu'il a été teasé il y a à peine 10 jours, bah, la hype est au maximum et je vais pas attendre un an pour le voir. Donc ouais, Juré numéro 2, je suis curieux parce que ça peut venir jouer les troubles fêtes dans ce mois de septembre-octobre où il y a beaucoup de sorties, mais lui, je le louperai pas à coup sûr. Euh, on a une passion tous les deux pour Gran Torino. Ouais, Euh, et du coup, ben forcément, un film de Clint Eastwood, toi, un peu à l'instar de Francis Ford Coppola, c'est pareil, c'est une sortie que tu loupes pas, ou peut-être que ces récents films comme Cry Macho ou La Mule sont pas des films qui t'ont attiré forcément ou qui t'ont donné envie de les voir, ou t'as pas été non plus remué. Comment toi, ouais. tu vas juger ce Juré numéro 2? Ces films sont sur ma liste. La Mule, j'ai envie de le voir depuis un moment. Donc, enfin, moi, Clint Eastwood, quand je vois comment elle est grandiose, rien qu'en tant qu'acteur et en réalisateur sur Gran Torino, Hmm, j'ai envie de voir tout ce qu'il fait. Je sais qu'il est un peu, c'est un réalisateur un peu polémique parce qu'il met beaucoup en avant les armes et que ben, il est pour le port d'armes aux États-Unis et c'est un fervent hmm, défenseur et dans ses films. Euh, et donc, à part cet aspect-là, où peut-être politiquement, ben, il est engagé là-dedans, ben, je trouve qu'il est exceptionnel. Enfin, hmm, et là, comme d'annoncer un film comme ça, je trouve ça tellement cool. hmm. Donc en soi, c'est un des films que j'attends le plus parce que ça hype. J'adore les films en plus de procès. Ouais, moi aussi. J'ai trop envie de le voir. Enfin, on n'en sait rien, mais ça va être trop bien. Enfin, Non, mais c'est vrai que en vrai, c'était tellement difficile de faire un top 5 chacun ou de citer que 5 films. Pour ça qu'on s'est dit, on va pas se mettre d'accord sur 5 parce que ce serait passé à côté de tellement de sorties que voilà, tu vas en choisir 5 et moi, par le pur hasard, j'ai vu que j'avais 5 différents, et tant mieux parce que ça nous permet de revoir, allez, 7, 8, 10 films différents. Il nous en reste 2.
Ce sont 2 de tes wildcards, vu que moi j'ai parlé de mes 5 films. On a d'un côté, Venom 3, que moi j'attends juste parce que, je revois Tom Hardy qui est mon acteur, chouchou au cinéma, et même si je suis pas un grand fan de la licence Venom, au cinéma, j'aime quand même, ce que essaye de faire Tom Hardy dans ce rôle. Mais toi, tu l'as cité dans tes 5 films, pourquoi? Parce que moi, Venom, bah, dis-toi que c'est des productions Marvel que j'ai kiffé. Il y a eu, je préfère me foutre devant un Venom que devant un Avengers. Ouais. Euh, je trouve que Venom, c'est tellement genre à l'antipode, c'est tellement une parodie. Ils en ont rien à foutre. Je trouve ça génial de créer, enfin, le personnage existe, hein, mais de faire un film sur un méchant Mmh. et, et de faire autant un gamin. En fait, Mmh. c'est un enfant. Je trouve ça tellement Mmh. drôle. Je peux te dire, j'ai tapé des barres. Sur le 1 et le 2, j'ai tapé des barres du début à la fin. J'ai trouvé ça Ouais. tellement drôle, débile. Et, euh, et en Tu le fait, prends pas premier degré, toi, Venom, forcément. Tu le prends plutôt comme une comédie que un film de super-héros qui se veut un peu plus sérieux comme les Avengers ou quoi. mais il n'est pas sérieux. Enfin, Ouais. il a cet aspect comédie. Bien sûr, il a des scènes, mais quand tu vois la scène de fin de Venom 2, où il dit un truc genre me tue pas et il lui sort je m'en bats les couilles. Hmm. Genre, tu peux pas. C'est des films humoristiques plus que. Oui, oui, Et je oui. pense que c'est pas très. C'est quelque chose qui est pas trop compris dans justement de l'approche des gens quand ils regardent ce film. Ils pensent Ouais. regarder un film sérieux. Et au final, ils tombent devant une énorme. Enfin, c'est pas juste une connerie parce qu'il y a quand même du sérieux dedans. Mais c'est c'est parodique. C'est full what the fuck. Et Hmm. ça m'a fait marrer sur le un sur le deux. Là, c'est le dernier. Donc, ils arrêtent après. Vas-y, faites-moi marrer. J'ai envie de le voir. Hmm. Et en plus, c'est un film qui se regarde au cinéma parce que la voix de Venom est tellement genre abusée que Hmm. j'ai envie. Je l'ai pas vu les deux premiers au cinéma. J'ai envie d'avoir cette basse là qui me fait vibrer de sa voix de folie là. Je sais Hmm. pas. Moi, Tom Hardy dans ce rôle, c'est génial. Et en plus, ça me fait marrer. Donc, ça part. Bon, bah, ça me donne envie de le voir avec toi. Le Venom, j'étais pas persuadé d'avoir le temps de le voir sur cette journée du 30 octobre. Parce que c'est également le 30 octobre qui sort, donc c'est en même temps que, on l'a dit, Juré numéro 2, que tadadadada, Anora, et qu'il y avait un autre film qui sortait le 30 octobre, je sais plus quel était le dernier. Mais en tout cas, ouais, c'est. Vas-y, moi, en vrai, je suis d'accord avec toi sur l'aspect du film où on le prend trop premier degré et que les gens crient c'est quoi ce navet, c'est quoi ce film où on veut faire de l'humour à la Gardien de la Galaxie à Ant-Man, mais en fait, non, non, je pense sincèrement que c'est ça un peu l'ambition du film, c'est de prendre bah, Venom, qui en fait est présenté dès le numéro un comme un peu le loser des symbiotes. Donc à partir de là, voilà, c'est un film d'un vieux loser avec un vieux loser terrien, et du coup, bah, ça donne bah, un alter ego assez marrant, quoi. Un personnage assez bipolaire qui se veut drôle, ouais. Ouais. Et ça fonctionne mieux que les autres films comme Morbius, etc. quand même, hein, Ouais, faut- ouais. enfin, Morbius, de toute façon, il y a des films Marvel, j'ai même pas envie de les voir. Hmm. Dès l'annonce, je suis en mode, genre, typiquement Madame Web, là, Ouais, ouais, des on films, s'en passera. enfin, j'ai pas du tout envie, alors que Venom, dès la première bande-annonce, je me suis dit, ok, ça va être drôle. En plus, avec Tom Hardy, Hmm. donc ça va être cool. Et là, en fait, tout le un je me suis dit ça, le 2 je me suis dit ça, et le 3 je me dis la même chose, en fait. On va finir par un film d'animation, Marcel, un film qui avait été présenté au Festival d'Annecy, mais qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir voir, c'est Le Robot Sauvage de DreamWorks. Il a été présenté, mais il n'a pas été montré à Annecy. Ouais, C'était vraiment une présentation parce que c'est le bébé de Chris Sanders qui nous a pondu quand même Lilo et Stitch et Dragon oui. et qui arrive avec une animation vraiment, vraiment, vraiment belle Mhm. avec aussi un thème bah, qu'on a déjà vu beaucoup dans les Miyazaki, donc la protection de la nature, l'environnement, euh, d'un robot qui devient en fait nature. Donc c'est vraiment peut-être le thème pourrait être ben, comment sauver la nature avec nos nouvelles technologies. C'est vraiment voilà, j'ai l'impression en tout cas que ça tend vers ça. Et ça donne trop envie. Ça a l'air poétique, ça a l'air drôle, ça a l'air
beau visuellement. Enfin, j'adore le style graphique presque peint en fait. En fait, on retrouve un peu l'animation 2D, 3D de la Fortis Touch, mais vraiment différente parce que Fortis Touch, ça fait plus dessiné. Là, ça fait peint. Donc, je sais pas, moi, le premier visuel que j'avais vu à Annecy, ça m'avait hype vraiment, enfin vraiment, comme peut-être le film d'animation que j'attends le plus cette année. Et ben là, ça sort, et donc j'ai vraiment envie de lui donner une chance. En plus, Dragon, c'est vraiment un film que la trilogie Dragon que je trouvais exceptionnelle. C'est rare que dans les films d'animation, tous les films sont vraiment bien là de Dragon. Le un est génial, le 2 est génial, le 3 il est phénoménal. Donc, bah, j'ai trop envie de donner cette chance à DreamWorks, qui est en plus un studio qui galère en ce moment, Mhm. qui est obligé qui a été racheté, qui est obligé de ressortir ses vieux films pour de nouveau faire du chiffre parce qu'ils sortent que des films qui fonctionnent pas. Euh, donc là, ils refont des Shrek, ils refont enfin, ils capitalisent vraiment sur leur vieille licence. Mhm. Et là, Robot Sauvage, c'est une nouvelle licence. Ils essayent vraiment une nouvelle animation. Ils font confiance à un de leurs réalisateurs fétiches. J'ai envie de le voir. Moi, j'ai envie de lui donner une chance et j'ai envie que Ouais. Dream se réveille un peu et bah, reprenne du poil de la bête. Parce qu'ils se font peut-être. Parce que là, Pixar nous sort quand même leur plus gros succès de tous les temps cette année, qui est Vice-Versa 2. J'ai envie d'un DreamWorks qui concurrence Pixar, qui en plus, c'était l'ambition, c'était de concurrencer Pixar Mm. et les voir dans galère. Donc là, ils sortent des Kung Fu Panda, ils ressortent des. Là, c'est une nouvelle licence et en plus, c'est une adaptation d'un roman. Donc, c'est un gros projet. C'est quelque chose de. Mm. Voilà, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que pour DreamWorks, qui est le Pixar pour adultes, presque, Ouais. de pondre un beau film. Ouais, moi, je te rejoins aussi sur cet aspect-là de à l'ère où les studios, enfin même tous les studios d'animation, il y en a très peu qui peuvent se targuer de faire l'exception, mais avec C'est Moi Moche et Méchant 4, c'est Vice Versa 2, on parle des Indestructibles 3. En fait, il y a une stratégie maintenant dans l'animation on développe l'animation. Pour le coup, là-dessus, il y a un vrai travail de recherche et développement sur comment faire des films de plus en plus beaux avec une animation poussée. Par contre, vu qu'on dépense énormément d'argent dans cette nouvelle manière de trouver et de réaliser ces films d'animation, il faut que ces films trouvent leur public. Et du coup, on prend zéro risque et on reprend des licences qui marchent et vice-versa 2 et cette stratégie. Et Pixar a décidé voilà, de continuer sur cette stratégie. On a annoncé Toy Story 5 également pour l'année prochaine et tout. On va continuer là-dessus pour Pixar, pour Illumination avec les Moi Moches et Méchants et les Mignons à tour de bras, pour DreamWorks, tu l'as dit, avec ce Kung Fu Panda 4 qui est revenu d'entre les morts pour aller développer et faire de l'argent. Mais du coup, laissons une chance à ces nouvelles licences, à ces films voilà, nouveaux moi, je préfère voir des nouveaux films d'animation comme le Élémentaire de Pixar, qui était une nouvelle histoire. Moi, ça me donne envie d'aller au cinéma. Les Kung Fu Panda 4, j'y suis pas allé. Vice Versa 2, j'y suis allé parce que j'avais bien aimé le 1. Mais s'il y a un 3, sincèrement, je pense que je serais de la team. Allez, j'attendrai tranquillement chez moi. Parce que sincèrement, voilà, des suites à tour de bras, des licences qui marchent, à un moment donné, il faut se réinventer, il faut créer des nouvelles histoires. On est dans une année et même dans une période où, depuis les années 2020 et même en dépassant l'aspect animation, on fait et on fait et on fait des remakes, des remakes, des remakes à tour de bras. Des suites, Beetlejuice encore de Tim Burton en est l'exemple. D'accord. Et d'ailleurs, toi, tu parlais on met de l'argent dans la recherche dans la recherche et développement. Moi, je trouve que Pixar, les films, Vice-Versa 2 n'étaient pas plus beaux que les films qu'ils ont sortis il y a 3 ans. Mm, J'étais pas Vice-Versa 2, justement, je suis sorti du cinéma, je dis, le scénario était vraiment cool. Par contre, j'ai vraiment pas pris une claque visuelle. mm, Alors que normalement, les Pixar, c'était l'ambition de Pixar. C'était ben, chaque film, chaque année, on révolutionne. Nemo, c'était l'eau. Monstres et compagnie, c'était les poils. Toy Story, bah, c'était le premier film d'animation. Bah, c'était de se dépasser à chaque fois. C'était d'aller mhm, plus loin. Moi, vice-versa 2, bah, il n'y avait plus ce dépassement dans l'animation. Et justement, les films d'animation, donc les films en précalculé, sont en train mhm. de se rattraper par les jeux vidéo en termes de visuel. Quand Ouais. je vois Ratchet Clank, c'est une licence un peu niche, effectivement, mais tu vois le dernier Ratchet Clank, il met des claques à certains films d'animation, hein. Et c'est un jeu vidéo en temps réel. Donc,
Je Pixar, effectivement, leur cible, c'est les enfants. Donc, ce style d'animation, etc., ça fonctionne. Je pense que des studios comme DreamWorks, qui visent un public un peu plus adulte, plus ben, Shrek, c'est pas pour les 8 ans, c'est pour les 13 ans. Et ben, ils ont besoin d'investir plus. Et donc, enfin, Pixar, ils ont vraiment un avantage concurrentiel pour moi là-dessus, sur Hmm. le, moi, l'animation en tout cas de Robot Sauvage, je la trouve magnifique. J'ai trop envie, j'adore en fait voir des nouvelles choses et là, DreamWorks nous propose quelque chose de nouveau. Et, Hmm. euh, et c'est pour ça que ça m'hype. Donc on a envie que ça marche et moi je ferai aussi partie de la team qui ira le voir le 9 octobre, à partir du 9 octobre en tout cas, au cinéma. Un grand merci à toi Marcel pour cette, belle émission, pour ce beau podcast. Merci à ceux qui nous soutiennent en, likant cette vidéo, même en commentant. Voilà, donnez-nous, votre avis, dans les commentaires, sur YouTube. Même vous pouvez le faire, maintenant aussi, sur les, applis de podcast, de streaming audio. Quels sont les films? Allez, dites-nous un peu votre top 3, votre top 1, le film que vous allez aller voir au mois de septembre et au mois d'octobre, au cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour, une nouvelle émission de La Bulle Podcast. En attendant, prenez soin de vous et puis ciao! Ah.